Objection reçoit ce dimanche Aïda Sylla. Elle est professeure titulaire de psychiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Sylla, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Gueye. Tout le plaisir est pour moi. Alors, professeur Aïda Sylla, le Covid-19, le monde presque sous cloche, faisant naître du coup des angoisses, des inquiétudes. À cela s'ajoute la multiplicité des discours religieux, discours politiques, sans compter les réseaux sociaux. Alors, de ce point de vue, il y a différentes stratégies dans la lutte. Dites-nous, professeur Aïda Sylla, d'abord, première question, dans quelle étape psychologique se trouve la population sénégalaise une semaine après les mesures drastiques telles que l'état d'urgence et le couvre-feu, entre autres? Oui, Monsieur Gueye, lorsque des personnes sont soumises à une contrainte, ici la contrainte c'est la restriction de leurs habitudes en termes de déplacement, il est évident que cela va entraîner une tension. Mais je pense que cette tension peut être amoindrie par le fait que ce changement soit expliqué. Il est question de sauver des vies, de sauver nos vies. Et je pense qu'une fois ce discours intégré, le corollaire sera que les personnes comprennent la nécessité de ce changement et qu'ils puissent l'observer. Donc, pour répondre à cette question, oui, il y a tension, mais lorsqu'on voit les causes de ces mesures, cela devrait pouvoir amoindrir cette tension. Alors, dites-nous, en parlant de ces mesures qui sont prises, si nous retenons l'état d'urgence avec le couvre-feu, des mesures qui entraînent du coup des restrictions, est-ce que ce fait n'est pas anxiogène? Alors, il faut savoir que nous sommes en face d'un problème sanitaire et d'un problème sanitaire de grande envergure et qui est aussi quelque part nouveau. Il s'agit d'un virus qui va se propager. Et il ne faut pas oublier notre contexte de vie aujourd'hui. Nous avons eu des infrastructures qui permettent de se déplacer très rapidement d'un point à l'autre du pays. Ces derniers temps, il y a plusieurs voies de communication qui ont été inaugurées. Et cela fait que nous sommes en présence d'un virus qui va se propager à très grande vitesse. Et nous avons vu à l'étranger tous les dégâts qu'il y a eu. Donc, il est plus que nécessaire que toutes les forces soient mises en commun pour le contrecarrer. Il s'agit d'un problème médical à la base, mais nous avons besoin de toutes les voies autorisées pour le contrecarrer. Les médecins ont la connaissance, ont les moyens thérapeutiques, mais ils ne constituent pas la force physique. Ils n'ont pas l'orientation spirituelle des gens. Et à tous ces niveaux, il devra jouer. Maintenant, c'est comment coordonner toutes ces actions pour les rendre cohérentes et utiles pour en tirer le meilleur. Je pense que c'est la grande question aujourd'hui. Oui, vous dites que c'est la grande question aujourd'hui en parlant de domaine médical, mais qui touche aussi systématiquement d'autres disciplines. Alors, comment, du point de vue de la psychologie, comment se manifeste cette angoisse et vers où cela peut-elle mener? Alors, il y a plusieurs types de réactions devant un changement inéluctable. Vous le savez mieux que moi, l'être humain n'aime pas changer. Tout le monde veut rester sur ses zones de confort alors qu'on sait qu'il n'y a pas une autre voie. Il faut changer nos manières de faire. Il faut changer notre manière de vivre et se dire que c'est pour un moment pour ne pas être contaminé. Et maintenant, pour résister à ce changement, on va se réfugier derrière d'autres instances économiques. Oui, nous allons mourir, nous n'aurons pas à manger. Spirituel, oui, il nous faut sortir, aller prier, et d'autres encore. Tout ceci pour dire non, nous n'allons pas changer. Alors, comment apprécier ces réactions? Sont-elles normales? Jusqu'à un certain niveau,
ou concernant un certain type de la population, cela peut être normal. Vous savez, dans les tranches d'âge, vous avez les adolescents qui systématiquement vont s'opposer à tout. Période de Covid ou pas, si vous avez un adolescent à la maison, vous ne dormez plus. Toutes les règles que vous posez, il faut qu'il s'oppose pour les tester. Et à partir de ce moment, il faut qu'il y ait un cadre pour les contenir. Et je pense que même si aujourd'hui, chez les adultes, nous en observons qui, du fait de cette tension, ont des comportements de régression adolescentaire, il faut qu'il puisse y avoir une instance qui va les contenir pour les remettre sur le droit chemin, pour qu'ils observent le comportement que les spécialistes ont défini comme étant le bon pour se protéger, mais pour protéger aussi la population. Cela devient une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Oui, mais en identifiant les réactions par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement de ce point de vue, alors peut-on dire que le fait de demander aux populations de rester chez elles, est-ce que ce n'est pas source de tension, surtout au sein des couples, de la famille aussi, d'autant plus que vous le savez mieux que moi, que pour l'essentiel, nous vivons la plupart du temps en appart. Voilà. Monsieur Guy, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important en disant que nous vivons en appartement. Pourtant, nous ne sommes pas nés dans des appartements. Nous nous y sommes habitués. Aujourd'hui, nous avons fait de très grands pas en matière de changement et d'adaptation. Regardez un tout petit peu. Sans que nous nous en rendions compte, même la dimension de nos familles a été normée. Aujourd'hui, celui qui vit dans un appartement de 2 pièces salon ne peut plus faire 11 enfants. Lorsqu'on veut se déplacer en voiture, prendre des vacances, manger à table, inconsciemment, on va réduire la taille de sa famille. Aujourd'hui, nous ne mangeons plus comme lorsque j'étais petite. Nous ne nous déplaçons plus pareil. On s'adapte. Pourquoi aujourd'hui, devant un danger de mort, certains veulent dire non, nous n'allons pas changer. Non, trouvez-nous sur nos zones de confort. Et quelque part, j'ai parlé tout à l'heure de contention. Il faut qu'une autorité régalienne contienne ces gens-là. Et lorsque je dis contention, vous allez voir, allez dans n'importe quel service médical, de réanimation ou autre, mais vous allez voir que des personnes, pour être soignées, sont protégées contre elles-mêmes. Il n'y a pas pour rien qu'il y a des barreaux sur certains lits d'hôpital. Parfois même, il y a des sangles pour immobiliser les gens. Dans mon domaine, qui est la psychiatrie, par exemple, il y a des lois spécifiques pour contraindre ceux qui se soustraient aux soins à se traiter pour leur intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la collectivité. Et en ces moments, c'est l'autorité administrative ou même judiciaire qui le décide et tout le monde va suivre. Et je crois que c'est le cas pour le Covid. Avant de venir maintenant sur les problèmes que cela va avoir. Oui, on en est arrivé là? Oui. Pour ce couple, vous avez demandé l'impact que cela aura sur les couples, mais nous sommes capables de changer. Nous sommes capables de modifier notre traitement, notre comportement. Vous voyez, parfois dans une famille qui est habituée à avoir l'obscurité, dès que le courant est coupé, mais on se met à raconter des contes aux enfants parce que la télé est éteinte. On ne peut pas lire, on ne peut pas suivre un film. On se met à faire des contes. Et je crois que c'est ce changement-là que l'on attend aujourd'hui. C'est l'occasion d'observer ces enfants. La famille, ce n'est pas que le couple. Cette histoire de mon mari, moi, dans la chambre, au lit, les enfants font aussi partie de la famille. Il faut aujourd'hui partager des moments familiaux, partager plus de choses, remarquer les progrès que son enfant a fait, etc. Et je crois que ce sera autant de choses positives pour la famille et ce sera en quelque sorte voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et en même temps contribuer à l'effort collectif de combat contre ce coronavirus. Celui qui restera chez lui sera aussi héroïque
que le médecin en première ligne qui se battra pour la survie des patients. Le fait de rester confiné, de ne pas propager le virus, c'est un grand acte de bravoure à encourager. À encourager comment? Mais à encourager en suscitant ce changement chez les gens qui consistera, malgré toutes les difficultés évoquées ça et là, à pouvoir rester chez eux et ne pas propager le virus au dehors. Alors, nous en sommes arrivés justement à cet homme angoissé face à la propagation du Covid-19. Alors, dites-nous, en tant que spécialiste, vous avez parlé de la manifestation des symptômes, vous avez parlé aussi des problèmes que cela peut engendrer. Nous évoquons ici la multiplicité des discours. Oui, face à une telle problématique, vous assistez à la multiplicité des discours sur le plan médical, des discours religieux, sans compter les réseaux sociaux. Ces différentes stratégies en termes de combat, de votre point de vue, ne sont-elles pas source de déstabilisation, de stigmatisation même? Cela peut ne pas être une cacophonie. Je crois qu'à un certain niveau, tous ces discours convergent dans le même sens, qui est de stopper la propagation de ce virus, d'éviter d'arriver à la multiplication des cas, d'éviter d'arriver à avoir des malades dans un état grave. Mais cela, c'est l'objectif. Ce que vous dites, c'est l'objectif. Mais c'est aussi ce qui se recoupe dans le discours. Aujourd'hui, les religieux ont dit d'arrêter les regroupements, même dans les lieux de culte. C'est un discours qui me paraît très positif, très révolutionnaire. Mais il y a aussi ces discours irrationnels. Vous avez aussi suivi ce qui se passe pour l'essentiel dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a de moins en moins d'irrationnel. Au contraire, j'ai remarqué que la population elle-même s'insurge contre certains discours irrationnels, peut-être parfois même provocants. Parce que j'ai vu des posts dans lesquels la population dit, mais où êtes-vous, vous qui tiriez sur les médecins, vous qui prétendiez avoir la solution à tout problème, où êtes-vous par rapport au coronavirus? Et lorsque la population pose ces questions, cela veut dire qu'ils sont aujourd'hui à un certain niveau d'information, à mon avis. Mais il y a aussi des signes de stigmatisation. Alors, pour la stigmatisation, il faut savoir qu'aussi loin que nous pourrions remonter, toutes les épidémies ont entraîné la stigmatisation d'un groupe. Parce que toute épidémie a un point de départ. Aujourd'hui, au niveau mondial, il s'agit de la Chine. Au niveau continental, c'est l'Asie. Au niveau du Sénégal, le premier cas a été identifié dans une zone bien distincte. Et lorsque les personnes ne font pas attention, ils ne vont pas faire la différence entre point de départ de l'épidémie et responsabilité des personnes vivant dans cette zone. Et c'est cela qui amène à la stigmatisation, aussi bien des personnes qui y vivent que de leurs pratiques alimentaires, de leurs pratiques religieuses, parfois même de leurs pratiques sexuelles, comme on l'a vu avec la naissance de la pandémie du sida. Il y a eu des communautés qui ont été stigmatisées. Et donc ça, c'est aux professionnels de le déconstruire, L'épidémie pouvait partir de partout. Oui, mais ici, dans le cas d'espèces, nous l'avons identifié dans une zone. Que ce soit identifié dans une zone X du pays, comment justement combattre cette stigmatisation? Comment la freiner? C'est d'abord, à notre niveau, la bonne information. C'est dire aux gens que cette épidémie aurait pu partir de n'importe où et montrer très clairement la conjonction des facteurs qui ont fait que c'est parti de ce lieu lorsque c'est étayé. Partager cette information et montrer que au niveau des populations qui vivent dans cette zone, il n'y a aucune pratique, il n'y a aucun type d'alimentation, il n'y a aucun comportement identifié qui favorise l'émergence de cette maladie. Et une fois que c'est compris, ça contribuera même à lutter contre l'épidémie parce qu'on aura compris qu'aucune zone n'est définitivement à l'abri de cette épidémie.
Alors, une autre facette justement dans le combat contre la propagation du Covid-19, et vous l'avez suivi certainement, c'est le débat entre spécialistes, entre experts sur la question du remède. Quel remède? Il a été proposé, d'ailleurs le Sénégal a consenti avec la chloroquine. De ce point de vue, ça a entraîné un débat en cours. Sur le plan psychologique, qu'est-ce que cela peut entraîner? La peur, la crainte ou de susciter de l'espoir? Alors, a priori, je ne pourrais pas y répondre parce que nous vivons une situation de crise, c'est-à-dire une situation exceptionnelle et une situation qui peut évoluer dans tous les sens. Des débats scientifiques, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. C'est comme cela que les choses avancent. Je veux dire une voie linéaire, euh, nette. Il n'en existe pas en science. Oui, oui, mais sauf que cette fois-ci, c'est en pleine pandémie. Et c'est en pleine pandémie, c'est ce qui fait que ce débat est sur la place publique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes habituées à ce que j'appelle la logique du pour et du contre se mettent immédiatement dans tel ou tel autre camp. Alors que nous autres, scientifiques, ce n'est pas notre position. Nous ne sommes pas avec un, nous ne sommes pas contre l'autre, nous sommes tous dans la recherche de la vérité. Toutes ces personnes qui s'affrontent avec leurs idées veulent la même chose: sauver les personnes, sauver l'humanité. Et je pense que c'est de cette manière qu'il faut le comprendre. Si après cette crise, les Sénégalais auront compris qu'on peut s'affronter sur le plan des idées tout en voulant arriver à la même chose, je pense que ce sera tant mieux et ce sera un pas que cette crise nous aura permis de faire. Oui, mais c'est quoi? C'est la finalité qui compte dans cette démarche? Tout à fait. Trouver le bon remède, trouver les bons mécanismes qui vont nous protéger au maximum. Et tous les spécialistes qui s'affrontent encore une fois avec leurs idées, c'est ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, vous avez des profanes qui entrent là-dedans, qui en font une bagarre, alors que tel n'est pas le cas. Alors, professeur Aïda Silla, pour rappeler à nos auditeurs qu'elle est professeure de psychiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, de ce point de vue, une autre facette qui apparaît dans le combat contre le Covid-19, c'est de plus en plus, je ne sais pas si vous en convenez avec moi, qu'il y a des mécanismes d'autodéfense. D'aucuns vont même jusqu'à nier même l'existence de cette maladie. Mais des mécanismes de défense, comme vous l'avez bien dit, vous savez, l'être humain ne peut jamais voir sa mort, ou du moins ce qui menace sa vie. Il y en a qui vont l'affronter, il y en a qui vont essayer de se protéger comme ils peuvent, et il y en a qui vont se dire, ben, encore une menace de plus. Ça n'existe pas. Mais ce que nous pouvons encore une fois faire, c'est de leur montrer que ça existe, qu'il y a des personnes qui tombent malades, qu'ils arrivent, qu'ils sont traités. Mais non, ceci dit, être en contact avec le coronavirus ne veut pas toujours dire tomber malade. Il y a des personnes qui ont le virus, qui le propagent et qui n'ont aucun symptôme. Vous avez des personnes qui ont le virus et qui ont des symptômes légers. Le plus grave maintenant, ce sont ces personnes qui ont une décompensation d'autres maladies et donc qui vont les emporter. Alors, sommes-nous dans un cas psychologique lequel, si c'est le cas, surtout pour ces personnes concernées? Alors, on n'est pas dans un état psychologique dans ces situations parce qu'au fil du jour, les personnes aussi vont changer leur manière d'être par rapport à la maladie. Il y en a qui, au début, n'y croient pas ou bien nient son existence et quelques jours après, avec les informations qu'ils reçoivent, finissent par se dire: ah, je m'étais trompé, elle est là, cette maladie. D'autres sont dans un état de défiance, mais en voyant ce qui se passe autour d'eux, vont arriver. Donc, ce sont des états d'esprit qui évoluent et en tenant compte de l'environnement, en tenant compte de ce qui est observé, en tenant compte des informations qui sont reçues. Et c'est pour cela qu'on se bat au quotidien pour apporter la bonne information en matière de prévention aux populations.
Alors, il y a également l'autre catégorie. Je veux parler justement d'une partie de la jeunesse qui, en rapport avec les mesures d'état d'urgence, de couvre-feu, mesures qui ont été prises, de défier l'autorité. Comment analyser justement ces actes posés par ces jeunes? Alors, moi, j'ai vu certaines vidéos de jeunes qui étaient en train de danser, et à un moment, ils ont entendu la sirène, ils se sont enfuis. Alors, pour moi, c'est des comportements d'enfants qui s'amusent, qui essaient de défier l'autorité comme ça. Et j'ai vu certains policiers les poursuivre, les taper, d'autres faire semblant de les taper, etc. Mais je pense, j'espère et je crois que ce sont des choses qui ne se répéteront plus parce qu'il y a eu une communication là-dessus. Nous continuons à en parler et je pense que ces jeunes, tout jeunes qu'ils soient, comprendront que c'est pas un état d'urgence simplement pour les priver de liberté, c'est tout. Non, c'est pour les protéger, protéger leur famille, protéger leur pays. Et ils ont un rôle actif à jouer là-dedans. Alors, nous en venons à la prise en charge face à des personnes justement angoissées. Vous êtes certainement en contact avec ces personnes et que l'angoisse génère, vous le savez, certains comportements. Comment, dans un tel contexte, prendre en charge ces troubles psychologiques? Alors, déjà, dans ce contexte, vous avez plein de gens qui ont la conviction d'être atteints. Hmm? Quelqu'un qui entre chez lui, qui éternue ou qui tousse ou qui a un tout petit peu mal, vous appelle, mais moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la voix enrouée. Hier, je le disais sur une émission de radio, le rush des derniers jours, par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui ont changé leur produit de ménage habituel parce qu'ils n'en trouvaient pas. Ils ont changé tel produit ou tel autre et ils ont fait une réaction, ils éternuent, c'est le corona, alors que c'était loin d'être le corona. Donc, à chaque fois, il faut prendre au sérieux ces peurs, les écouter et bien les rassurer. C'est-à-dire, si on pense que ce n'est pas cela, les rassurer. Mais si on a un doute, les orienter vers les structures habilitées à accompagner pour faire ce qu'il faut. Au regard de votre expérience, est-ce que les hommes sont plus angoissés ou est-ce que c'est le contraire? Bon, je pense que tout le monde est sujet à de l'angoisse. Aujourd'hui, je n'ai aucun critère pour dire que les femmes sont plus angoissées que les hommes ou vice-versa. Par contre, ce que je peux dire dans ma société sénégalaise que je connais en tant que psychiatre, je sais que les femmes ont beaucoup plus d'exutoire par rapport à l'angoisse. Les femmes communiquent beaucoup entre elles, elles s'organisent, elles essaient de se soutenir mutuellement, ce qui est moins vu chez les hommes. Par exemple, vous allez partout, les femmes ont tendance à se regrouper au niveau d'associations, au niveau de groupes, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur WhatsApp, etc. Et c'est l'occasion de parler de leurs problèmes, d'échanger. Et c'est parfois des groupes qui sont très enrichissants et très contenants par rapport à l'angoisse qu'elles peuvent avoir. Bon, tout le temps, je le dis, j'encourage les hommes aussi à avoir des exutoires, des lieux où ils pourront déposer leur angoisse et se faire soutenir. Alors, justement, en restant dans ce tableau psychologique qui touche les acteurs, nous en venons au corps médical, qui a aussi des craintes, car depuis l'annonce, il a été dit que dans certains pays, des médecins sont même décédés ou hospitalisés des suites du Covid-19. Comment, à ce niveau, gérer cette situation? Il faut dire que les médecins, en général, il y a des choses qu'ils aiment moins. Et je peux dire, sans me tromper, qu'au niveau des maladies infectieuses, les médecins en général n'aiment pas les virus, quels qu'ils soient d'ailleurs. Pourquoi? Bon, ce serait trop long à expliquer. C'est lié au fait que très souvent, contre les virus, tu n'as pas d'arme radicale pour éliminer le virus. C'est des traitements symptomatiques, accompagner les personnes. En plus, leur propagation est très rapide et ce sont des agents intelligents qui peuvent faire des mutations et redevenir nouveaux à chaque fois.
Donc, il est très difficile, avec des moyens médicamenteux, de les prévenir ou de les éradiquer. Et c'est pour ça que nous mettons toutes nos forces dans la prévention. Et quand je viens à notre contexte particulier du Sénégal, nous le savons tous, nous avons un bon système organisé qui marche au niveau décentralisé, mais nous avons un point faible en ce qui concerne des infrastructures hautement équipées pour faire face à certains types de pathologies. Et ça fait que beaucoup de médecins aujourd'hui vont te dire, je crains moins le COVID-19 que la réponse que nous lui apporterons lorsque les cas seront nombreux et graves. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que les médecins sont tendus, parce que tout le monde a remis sa blouse aujourd'hui pour faire de sorte que cette maladie ne se propage pas au Sénégal. C'est aujourd'hui notre bataille, c'est aujourd'hui notre défi à nous tous les. Il ne faut pas que ce virus se propage au Sénégal. Mais professeur Aïda Sylla, est-ce que le Sénégal dispose de moyens sur le plan psychologique pour justement freiner cette propagation? Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les psychologues, psychiatres se déploient pour contrecarrer. Et même mieux, nous essayons d'impliquer les travailleurs sociaux, même le personnel paramédical, pour jouer ce rôle. Et même des relais au niveau de la population qui vont démultiplier la bonne information là où il faut pour que nous puissions faire barrière contre le Covid-19. Oui, mais tout au long de l'émission, vous avez beaucoup insisté sur l'information. Quel est justement ici le rôle de l'information dans ce combat? Le rôle de l'information est capital dans ce combat. C'est un rôle capital. Il faut que les populations comprennent de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un virus dangereux qui se propage dans la population à une très grande vitesse, qui colonise les voies respiratoires en passant par les mains. On va toucher des surfaces souillées avec nos mains, prendre le virus dans nos mains, le porter à notre système respiratoire et le porter à d'autres personnes. Donc, il est impératif de tout le temps se laver les mains parce que l'eau savonneuse détruit ce virus. D'éviter de se toucher le visage et d'éviter d'aller vers d'autres personnes. Parce qu'en allant vers d'autres personnes, lorsque nous ne lavons pas bien nos mains, nous leur posons ce virus. Lorsque nous le portons dans nos voies respiratoires, le fait de parler, d'éternuer ou de tousser va projeter ce virus chez ces personnes et les coloniser. Mais alors, pour les rendre malades ou les transformer à leur tour en disséminateurs. Mais alors, dites-nous, professeur Aïda Sylla, désormais, quelle piste doit-on privilégier dans le traitement d'une telle crise? Une approche psychologique, sociologique, anthropologique? Quelle piste privilégier? Une approche globale. Nous avons besoin de tout le monde dans ce combat. Tout le monde doit parler. Tout le monde doit utiliser les moyens qu'il détient pour informer, pour éduquer, pour sensibiliser, afin de stopper la propagation de ce virus. Les autorités religieuses sont en train de jouer leur partition. Les autorités administratives, la force publique, tout le monde est là-dedans avec cet objectif commun. Mais aussi, doivent-ils disposer d'un état psychologique qui correspond à la réalité du terrain? Aujourd'hui, pour les forces de l'ordre, comment doivent-ils se tenir par rapport aux objectifs qui leur sont assignés? Mais de faire respecter la loi sur la circulation qui est restreinte, de faire respecter la loi sur les distances qui sont prescrites. Parce que eux, ce n'est plus la sensibilisation comme nous, le fait de parler à la radio, non, ils sont à un autre stade. Oui, mais justement, il y a cette problématique qui est... Cela, comment les contenir et les arrêter, c'est leur rôle
qu'ils vont jouer. Oui, mais justement, il y a cette problématique entre la répression et la dissuasion. Quelle option? Mais lorsque la dissuasion ne marche plus, moi, je suis très étonnée lorsque j'ai vu des policiers réprimer certains comportements, entendre la population se soulever pour dire que non, que c'était pas normal. Et bizarrement, c'est cette même population que j'ai entendue quelquefois s'émouvoir d'un crime au point de demander l'application de la peine de mort. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui n'obéissent pas aux règles de confinement, mais menacent la vie à grande échelle de la population. Et le fait qu'on les contraigne à rester sur place, ne pas le disséminer, on va s'émouvoir des moyens utilisés pour le faire. Il faut se poser des questions à ce niveau-là. Que voulons-nous? Pour vous, l'heure est grave, comme le disait le chef de l'État. Oui, parfaitement, c'est quelque chose que je partage avec lui. L'heure est grave et il faut que nous y mettions toutes les forces dont nous disposons. Mais est-ce que ces mesures, du moins, s'adaptent à notre environnement immédiat? Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus à ce niveau de se demander les mesures vont s'adapter à notre manière de vivre, mais plutôt nos manières de vivre qui devront s'adapter à ces mesures-là. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a un moment pour négocier en toute démocratie, essayer de convaincre. Mais il arrive un moment critique où ceux qui savent devront obliger les autres à marcher au pas. Et ça, je pense que chaque section, en ce qui le concerne, a ses moyens propres pour faire respecter la loi. Oui, on a beaucoup parlé de responsabilité collective, mais qu'en est-il de la responsabilité individuelle? Alors, une telle situation requiert beaucoup plus la responsabilité individuelle que collective ou les deux à la fois? Ben, les deux sont liés. Les deux sont fortement liés. Il y a des individus, mais il n'y a plus d'individus. Parce qu'un individu peut mettre en danger la collectivité et vice-versa. Donc, comme on le dit parfois, nous survivrons tous ou nous périrons tous. C'est ça la règle. Et tout le monde doit respecter l'hygiène et la discipline. Oui, alors, il a été aussi question tout au long de l'émission et depuis justement l'apparition du premier cas le 2 mars dernier, des informations sur l'hygiène, la solidarité. Est-ce que pour vous, c'est assez suffisant pour permettre aux citoyens de changer dans le bon sens? Ce sera efficace. Ce sera efficace. Changer dans le bon sens globalement, nous le saurons après. Mais changer pour contrecarrer le virus. Vous voyez certainement que je vous ennuie beaucoup dans cette émission parce que je reviens toujours à la même chose, qui est de stopper la propagation de ce virus à l'intérieur du pays. Et je pense que nous ne faisons pas suffisamment focus là-dessus. Nous voulons embrasser à la fois beaucoup d'autres problèmes qui étaient là avant le virus et qui peut-être seront là après. Mais pour le moment, les forces doivent être concentrées sur la lutte contre le COVID-19, qu'on ne soit pas dispersé sur des hypothèses, sur des suppositions qui risquent de nous divertir et de nous décentrer par rapport à cet objectif qui est là, imminent. Oui, cet objectif qui est là, imminent, pour vous, il est principal, il est essentiel, c'est-à-dire quoi? Freiner la chaîne de transmission. Mais faudrait-il, sur le plan sociologique, anthropologique, psychologique, justement disposer de tous les moyens pour relever ce défi? Parce qu'il reste un défi tout de même. Mais les moyens, nous les démultiplions aujourd'hui. Aujourd'hui, vous me permettez de faire passer un message et je pense que tous les médias font la même chose. Tout le monde le montre, c'est relayé, c'est dupliqué. Tous les groupes WhatsApp, là-dedans, vous avez des personnes qui démultiplient cette information. Mais je pense que c'est une situation extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui, aujourd'hui, de son lever jusqu'à son coucher, n'entendra pas parler du COVID-19
et des moyens pour s'en protéger. Je crois que c'est extraordinaire comme situation. Et Et, là, le et- peu de moyens qu'il y a est démultiplié par le génie des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Aujourd'hui, les gens ne font pas autre chose. Ils écoutent, ils essaient d'appliquer et sur les sites, on les aide à l'appliquer. Il y a des distributions de savon, de gel hydroalcoolique. On n'arrête pas de leur montrer ce qu'il faut faire. et- Donc, et- les et- moyens ne vont pas tomber du ciel. C'est à nous d'être créatifs, d'être inventifs pour mettre à la disposition des populations ce qu'il leur faut pour assurer notre survie à nous tous. et malgré tout, il y a toujours l'apparition de ces cas testés positifs qui se démultiplient. Et certainement qu'il y en aura encore parce qu'il y a des cas qui arrivent, on ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas, à chaque fois, le système essaie de les circonscrire, de les traiter pour stopper au maximum. Alors, nous en venons justement à cette déclaration. On a suivi la dernière déclaration de l'OMS, et justement qui craint le pire dans les pays en développement. Je veux parler de l'Afrique. Psychologiquement, justement, la tendance est à susciter de l'espoir ou à nourrir de la crainte. Comment, vous, en tant que psychologue, analysez-vous justement ce genre de discours? Alors, de la crainte, oui, quand nous pensons à nos conditions de vie, à nos petits problèmes où on se dit non, d'abord avant de dire autre chose, quand il y a un discours institutionnel, la première des choses, c'est de vouloir s'opposer, mais aussi optimiste quand on sait cette capacité à se ressaisir quand même de nos populations, leur inventivité, leur créativité, parfois pour sortir de ces situations. Donc, c'est, je pense que j'ai une grande confiance dans nos populations. Lorsqu'ils savent ce qu'il faut faire, les débuts peuvent être difficiles, mais ils peuvent facilement arriver à comprendre ce qu'il faut et ils le feront. Même s'ils le font tard, ils feront ce sursaut. Alors, en tant que psychologue, comment dressez-vous le tableau depuis l'annonce du premier cas jusqu'à l'annonce des mesures gouvernementales et la perspective? Alors, il y a eu plusieurs attitudes, hein, aussi bien au niveau des soignants qu'au niveau de la population d'abord. Hein. Les soignants étaient en alerte depuis un certain temps, une alerte très distanciée. Mais lorsque les premiers cas sont arrivés, ils étaient vraiment sur la brèche en se disant, ça y est, c'est là. Parce qu'il y avait quand même une préparation, il y avait un système d'alerte qui était là en veille. Au niveau des populations aussi, nous avons constaté cette évolution. Tant qu'on l'entendait comme quelque chose de très lointain là-bas en Chine, on ne faisait pas attention. Mais dès le moment où on a dit qu'il y a un cas au Sénégal, vous le voyez de vous-même partout, hein, des gants qui sont même pas bien portés, parfois des masques, tout le monde s'y met. Les solutions hydroalcooliques ont remplacé tout au niveau des vendeurs ambulants partout pour vous montrer qu'au niveau du psychisme, ça évolue, ça intègre le danger qui est là et ça se prépare à ces changements de comportement. Même si dans le discours, tout semble s'y opposer, je pense que les changements sont encore tout à fait perceptibles. Quand Oui. vous sortez, les rues de Dakar sont beaucoup moins encombrées qu'habituellement. Et ça, c'est déjà des changements qui sont notés. Oui, sans oublier que ça peut s'inscrire dans le temps, puisque justement, c'était depuis le 2 mars le premier cas. Aujourd'hui, nous sommes en fin mars. Comment devrait-on nous organiser lorsqu'une telle pandémie s'inscrit dans le temps, en sachant que l'être humain a un système assez fragile? Alors, pour ce que nous savons, les épidémies ont une durée. Hein. Il y a un peu cette courbe de Gauss qui commence ascendante et qui va commencer à décroître. D'ailleurs, même nous guettons cette retombée de la courbe. J'ai taquiné tout à l'heure quelqu'un en lui disant, mais il faudrait que nous nous asseyions tous sur cette courbe pour l'infléchir, qu'elle aille vers le bas. Et donc, cet infléchissement, il y a toutes les mesures préconisées qui vont donc jouer là-dessus et pour que cela descende au plus vite. Et nous savons que les épidémies ne dépassent pas en général aussi un certain temps.
Donc, par rapport à ça, certainement que d'autres voient plus autorisée que la mienne, je les laisserai se prononcer là-dessus pour ne pas apporter de cacophonie dans ce climat d'information assez délétère. Alors, il y a un autre débat qui surgit, à tort ou à raison, vous nous diriez. Aujourd'hui, beaucoup disent que les Africains sont beaucoup plus immunisés face au virus. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est un état psychologique qui permet à l'homme de penser qu'il est plus résistant, ou c'est parce que génétiquement, les Africains disposent justement d'immunisation beaucoup plus forte que les Occidentaux? Alors, à ce niveau, il y a eu beaucoup de constatations. Il y a aussi beaucoup d'hypothèses qui circulent sur lesquelles j'aimerais pas trop m'appesantir parce que cela sort de mon domaine. Je pense qu'il y a les infectiologues, il y a les immunologues qui pourront beaucoup plus, qui sont beaucoup plus... Mais je parle ici du point de vue de l'état psychologique. Alors, moi, vous savez, par rapport à la psychologie, comme par rapport à la maladie organique, pour moi, j'ai l'habitude de le dire, la différence des races, ça s'arrête parfois chez les dermatos. Parce que je crois qu'à part la couleur de la peau, beaucoup de choses à l'intérieur sont identiques. Ceci dit, ils peuvent prendre une expression différente en fonction de la culture, en fonction de la langue, etc. Mais c'est pareil. Je pense que nous avons tous nos mécanismes psychiques pour faire face, se défendre. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'Africain est plus solide que le Inuit ou que le Lapon ou le Français ou le Danois. Non, je ne crois pas que le Sénégalais soit plus solide que le Burkinabé ou vice-versa. Chacun a les moyens de faire face au niveau psychologique. Alors, comment devrait-on regarder l'avenir? Avec beaucoup plus d'espoir ou de crainte? Comment se dessine l'avenir? Alors, moi, je pense qu'il faut regarder l'avenir de manière sereine. C'est une situation de crise et l'aspect plaisant de toutes les crises, c'est qu'elles donnent lieu à de nouveaux départs, tout le temps. Parce que la crise est toujours le moment de mobiliser toutes les ressources possibles. Les gens vont se dépasser lors d'une crise, faire extrêmement de choses en très peu de temps, trouver des solutions à beaucoup de problèmes. Et la crise a toujours l'habitude de s'ouvrir sur des lendemains meilleurs. En psy, c'est ce que nous disons. Lorsqu'un système est déstabilisé, ça évolue toujours après pour le mieux, pour ceux qui y survivent. Une dernière question. L'homme est au début et à la fin, mais justement, dans le cadre d'une pandémie comme celle que nous vivons jusqu'à présent, comment appréhendez-vous cet homme aujourd'hui face à une pandémie de ce genre? Comment doit-il se